27-28 janvier 2001. B et moi étions très heureux de revenir dans la grotte et de se mettre au travail. J'ai pensé qu'après environ 4 heures de travail, on pourrait être dedans et voir ce qu'il y avait de l'autre côté. Nous nous sommes arrangés pour emprunter une perceuse DeWalt sans fil pour la porter avec nous. On a également eu des mèches de maçonnerie pour forer, des marteaux, pour briser la roche, des burins à insérer dans les trous de forage et quelques autres outils que l'on n'a finalement pas utilisés. Amener ces outils jusqu'au lieu de travail était un vrai défi. L'un de nous descendait la corde et s'arrêtait à un rebord ou à un bon endroit, puis l'autre personne descendait les outils. Nous avons répété cette routine jusqu'à ce que nous soyons arrivés au fond de la grotte. Puis on a glissé les outils par le trou. Il nous a fallu environ 1 heure pour finalement commencer le travail. B commença le premier à travailler sur le trou. Après 1 heure épuisante de travail, nous pouvions dire que nous ne pourrions pas percer un passage en une fois. On a fini par négocier pour éviter de tremper dans la sueur après quelques heures de travail. L'un pourrait prendre une pause et en profiter pour manger un peu et boire pendant que l'autre continuerait de travailler. La routine se déroulait comme ça. Pour commencer à travailler, nous avons dû nous accroupir et faire de notre mieux pour éviter de nous cogner au plafond. Travailler dans cette position inconfortable nous permettrait de percer le mur autour du trou. C'était un travail difficile. On a vraiment dû forcer sur la perceuse, et c'était tout de même très lent. Ensuite, on a inséré le burin dans le trou et martelé sur lui jusqu'à ce que la roche casse. Et nous avons répété le processus. Pour vous donner une idée de la lenteur à laquelle nous allions, la plupart des morceaux de roche que l'on cassait faisaient la taille d'un ongle. Si on en cassait un gros, à peu près 1/3 de ma paume, ça tenait limite du miracle. De temps en temps, pour varier, nous aurions voulu utiliser une masse de 5 livres tellement ce travail était lent. Le problème avec la masse c'était que nous ne pouvions pas prendre une bonne position à cause de l'endroit exigu. Même si nous y avons passé de nombreuses heures et que nous avons effectué plusieurs voyages, nous n'avons jamais trouvé de meilleure technique pour élargir le trou. Le cycle perceuse, burin, marteau a obtenu les meilleurs résultats pour ce genre de travail. Nous en sommes venus à trouver des idées folles pour briser la roche. Tout, du TNT jamais sérieusement envisagé, jusqu'à transporter un générateur à l'entrée de la grotte et une rallonge jusqu'à un marteau-piqueur. Nous avons même pensé à utiliser de l'azote liquide pour geler la roche et la rendre plus fragile. Après quelques heures de labeur, on a découvert quel allait être notre problème le plus gênant. Nous avons su ce que c'était quand notre première batterie rencontra une mort brutale. Nous avions une deuxième batterie, donc nous les avons échangées. La deuxième batterie a duré un peu plus longtemps parce que nous avons martelé et ciselé un peu plus souvent et un peu plus à chaque fois. Enfin, après environ 3 heures de corvée, la deuxième batterie est morte. Ouf! On pouvait dire que l'on avait fait quelques travaux dans la grotte, mais ce n'était pas beaucoup. Pour la première fois depuis que nous étions dans la grotte, nous nous sommes mis sur le dos et nous avons pris une pause. C'était agréable de contempler les résultats de notre travail acharné. Ensuite, on a de nouveau entendu le souffle du vent. Il semblait être un peu plus fort que la dernière fois. On avait juste pensé que le vent soufflait un peu fort à l'extérieur. Ce que nous ne pouvions pas expliquer, c'était le grondement. Lui aussi semblait être plus fort et plus fréquent. Cette fois, on ne pouvait pas expliquer ça avec le bruit des camions. La route fréquemment empruntée par les camions n'était pas assez utilisée pour créer un vacarme pareil. À cette heure de la nuit, elle devrait être tranquille. Pourtant, le grondement a continué. Il semblait venir du plus profond du passage. B a déclaré qu'il demanderait à des spéléologues expérimentés ce qui pourrait être à l'origine de ce bruit. Nous n'avons pas passé beaucoup de temps à contempler notre œuvre. On devait encore transporter l'équipement hors de la grotte et en sortir. Actuellement nous n'en avons sorti qu'une partie de la grotte. Et ce fut aussi un travail difficile. Ce qui a rendu la chose si dure, c'était le fait que nous étions tous les deux épuisés. Notre plan initial était d'en finir avec cette grotte le lendemain et de nous occuper de quelques autres grottes dans la région. Au lieu de cela, on a décidé de s'installer dans un motel à proximité, de recharger les batteries de la perceuse et de revenir à la grotte mystérieuse. Une photo de l'ouverture après notre premier passage. Mon journal parle de la nuit après que nous ayons quitté la grotte. Nous avons pris une chambre, le dîner était excellent, je n'ai pas bien dormi malgré le fait que j'étais épuisé, etc. Nous avons pas mal dormi,
Alors nous sommes revenus à la grotte assez tard. La seconde journée de travail dans la caverne fut à peu près la même que la précédente. On a travaillé jusqu'à ce que les deux batteries nous lâchent. Nous n'étions pas encore près de passer. Le souffle du vent et le grondement ont continué comme la veille. En excursion, avant que je ne poursuive avec l'entrée suivante de mon journal, j'ai pensé que ça serait probablement utile au lecteur, si j'expliquais quelques détails à propos de la spéléologie et de l'atmosphère régnant dans les cavernes. Lorsque je me suis relu et que j'ai réfléchi à mes descriptions de la grotte, je me suis aperçu qu'une bonne partie du langage que j'employais dans mon journal et que les descriptions, ou leur absence, partaient du principe que le lecteur possède des connaissances en spéléologie et sur ce à quoi ça ressemble dans une caverne. En d'autres termes, j'écris mes journaux pour moi. Je vais donc prendre le temps de donner une description plus détaillée de la grotte. Je vais parler de ce à quoi ressemblait notre travail à l'intérieur. Et je vais résumer nos sentiments à ce propos. La grotte a été découverte il y a plusieurs décennies de cela, lorsque des travaux ont déterré son entrée. Depuis ce moment et jusqu'à maintenant, elle a été surtout visitée par des locaux de la zone et d'avides spéléologues de la région. On peut trouver des ours de temps à autre dans la grotte, surtout dans la partie supérieure. La première fois qu'on l'a pénétrée, elle était probablement magnifique. La poussière, les graffitis, les vandales, les pigeons et son utilisation régulière ont diminué son attrait. Il reste quelques endroits à l'intérieur où quelques formations sont toujours intactes, comme un rappel de ce qu'était la caverne au départ. Pour entrer dedans, on doit disposer d'une bonne longueur de corde pour pouvoir descendre en rappel dans la roche. Un arbre non loin sert souvent comme bon point d'ancrage. Quand la corde est nouée à l'arbre, à peu près à 20 pieds d'une petite falaise, elle peut être jetée par-dessus son bord jusqu'à un rebord environ 15 pieds plus bas. Les spéléologues peuvent ensuite descendre la petite distance qui les sépare de l'entrée. À partir du moment où on est entré, il devient nécessaire d'utiliser une source de lumière artificielle. Mon choix se porte sur une lampe à batterie montée sur un casque, que l'on appelle lumière tag. Pour faire une excursion en toute sécurité, deux sources de lumière de secours sont conseillées. Les miennes sont une lampe Minimag fixée à mon casque ainsi qu'une autre lampe fixable dans mon sac, que je garde toujours avec moi. J'ai aussi des bâtons de lumière. Ils ne sont pas considérés comme de bonnes sources lumineuses, au moins par certaines personnes, mais ils sont très utiles pour les pauses déjeuner. Et ils pourraient être utilisés pour sortir d'une caverne si le reste des sources de lumière venait à ne plus fonctionner. Après avoir escaladé quelques gros rochers, le spéléologue arrive à une large fosse. La même corde est utilisée pour atteindre son fond. La chute fait à peine 50 pieds, mais elle ne peut être réalisée en suspension. En d'autres termes, il est impossible de descendre tout droit vers le sol, ce qui serait préférable. Il faut se faufiler à travers des roches tranchantes pendant la descente. La remontée est plus difficile pour la même raison. Le diamètre de la fosse varie de 10 pieds à 3 ou 4 à certains endroits. Les murs sont tapissés d'une roche blanche, appelée popcorn. Enfin, blanc est un bien grand mot, de la poussière et de la saleté ont été déposés par les nombreux pieds ayant foulé les murs durant les années de spéléologie. À cause du popcorn, il est douloureux de glisser contre le mur. Mon choix de vêtements se porte sur un Jean Levis, un t-shirt, des gants et des genouillères. Je quitte souvent la grotte avec quelques déchirures mais au moins je suis à l'aise pendant l'escalade. La température est stable pendant toute l'année. Il y fait donc relativement frais en été et chaud en hiver. Nous y sommes allés pendant des jours où il gelait, et après 10 pieds dans la grotte il faisait suffisamment chaud pour enlever les manteaux. C'est une bonne température pour travailler, comme nous l'avons appris. Pour une descente de cette taille, j'utilise un dispositif de descente en 8. Pour grimper, je m'attache à la corde en utilisant un bloqueur Petzl, mais je monte moi-même, sans l'utiliser. Il me sert plutôt d'attache de sécurité, au cas où je glisse. Les autres spéléologues ont leur propre méthode pour monter et descendre. Tout en bas de la fosse, le spéléologue doit ramper pendant un petit moment. Il y a une petite pièce, environ 6x6 pieds, au fond qui permet au spéléologue de laisser son harnais et son matériel d'escalade. Comme il n'y a plus d'endroit où il faut s'en servir, ça ne ferait qu'encombrer. Une fois que le spéléologue atteint cette pièce, il peut faire une pause sous un rebord le temps que le reste de son équipe descende.
Ensuite il doit mettre le genou à terre pour continuer à travers un passage d'à peine quelques pieds de haut pendant 10 pieds. C'est là où les genouillères deviennent utiles. Le sol est couvert d'une légère poussière, ainsi que de quelques morceaux de pierre cassés par endroits. Cette légère couche de saleté ne fait rien pour adoucir les coups aux mains et aux genoux que prend le spéléologue en essayant de se faufiler. Comme récompense, à la fin du passage, il y a un boyau serré dans lequel le spéléologue peut se mettre à 4 pattes. Au bout de ce boyau, le spéléologue doit encore ramper quelques pieds, et ensuite la grotte s'ouvre suffisamment pour qu'il puisse se remettre debout. Pour la plus grande partie du reste de la caverne, il peut rester levé, ou au moins voûté. La grotte se divise en plusieurs passages à cet endroit. 2 routes serpentent entre des rochers et des crevasses et mènent à des culs-de-sac. Les 2 autres mènent à de petits bassins d'eau. Toutes ces routes sont amusantes à parcourir. Elles durent toute une centaine de pieds environ en pente douce. La plupart du temps, le spéléologue peut marcher debout. Quelquefois, il devra escalader de larges blocs, ou plus rarement marcher à 4 pattes. Il y a souvent de l'eau dans les cavernes. On m'a raconté qu'un des résidents locaux a été une des premières personnes dans la grotte, et que son cousin a plongé dans les bassins en utilisant le matériel nécessaire. Il a dit que la grotte continue vers le bas pendant une centaine de pieds sous l'eau. Ce qu'ils espéraient, et qui arrive souvent, c'était que le passage permet d'émerger quelque part d'autre, avec des endroits vierges à explorer. Malheureusement, je n'ai pas la connaissance nécessaire pour donner davantage de détails à propos des types de roches présentes dans la caverne. Lorsque nous creusions, il y avait certains morceaux qui étaient plus faciles à forer que d'autres. Et il y avait différentes couleurs dans la pierre, se référer à la photo prise à l'intérieur. Mais c'est le mieux que je puisse dire pour décrire la composition de la grotte. À l'endroit où la caverne se divise en 4 routes, les 2 passages menant au cul-de-sac sont à gauche. Tout droit et à droite se trouvent les passages menant au bassin. L'entrée de celui de droite est sans conteste le plus large. L'ouverture en forme d'arche atteint presque les 10 pieds, très près du plafond de la grotte. Lorsque l'on y pénètre, le plafond descend graduellement jusqu'à atteindre environ 6 pieds. Cela continue comme ça pendant les 40 pieds suivants. Cette partie ressemble à une mine de roche dure. Son arche est quasiment parfaite et le sol est bien plat, ne laissant aucune difficulté pour y marcher. Il est aisé de s'imaginer des véhicules miniers sur des rails, et des mineurs couverts de terre, qui tiennent leurs pioches de leurs mains boursouflées. La pseudomine se termine ensuite et le spéléologue est de nouveau obligé de se laisser tomber sur les mains et les genoux, et de se réhabituer au sol de la grotte. Cette fois, la section se poursuit pendant une vingtaine de pieds. Le sol descend doucement pendant la première moitié. Ensuite ça devient raide et glissant. Les spéléologues physiquement aptes peuvent continuer à descendre en restant sur leur garde. Quand j'y vais avec B, je porte le bout de la corde que nous utilisons pour descendre jusqu'à cet endroit. La plupart du temps, j'ai besoin d'attacher une autre longueur de corde à la première pour être sûr de pouvoir l'utiliser pour atteindre le fond. Il faut encore ramper quelques pieds au fond, et pendant les 10 ou 12 suivants, le spéléologue peut doucement commencer à regagner la position debout. Après avoir marché pendant quelques pieds supplémentaires et descendu une petite pente, le spéléologue arrive à une zone basse, qui a un passage menant directement sur la gauche. Il se termine 75 pieds plus loin devant un des petits points d'eau. À droite se trouve un mur de pierre. Tout droit se trouve un renfoncement d'à peu près 3 pieds dans le mur. À l'arrière de ce renfoncement se trouve un petit trou de la taille d'un softball. Pour s'approcher du trou, le spéléologue s'agenouille sous un surplomb en s'appuyant sur la roche qui sort du sol de quelques pouces. Au moment où le spéléologue atteint cet endroit, soit il est très chaud, soit il transpire, et la première chose qu'il remarque est la légère brise qui sort du trou. Cela a été ce qui m'a permis de considérer le trou comme un passage potentiel vers des portions inexplorées de la grotte, et qui m'a finalement mené à raconter tout cela. Comme à mon habitude, pendant toutes les années où j'ai fait de la spéléologie, l'équipe atteint un point dans la grotte, souvent au plus profond de celle-ci, où toutes les lumières sont éteintes. L'obscurité remplit les yeux. Pendant un moment, chaque spéléologue fatigue ses muscles oculaires en essayant de capter la plus petite lueur dans cette nuit factice. Après quelques tentatives inutiles, il tourne sa tête vers un son, peut-être un autre spéléologue uniquement, pour retrouver l'usage de ses autres sens, qui augmente ensuite.
Les sons, les odeurs et les sensations, qui avaient été presque oubliées tout ce temps, reviennent en force et en détail. La douleur de l'arrière-train assis sur le sol dur. L'odeur de la poussière, de la transpiration, du guano. Le son du matériel moderne glissant contre de la roche hors d'âge tandis que les spéléologues essayent de trouver un minimum de confort dans cette fondation solide. Au fond de l'esprit de chacun d'eux, à ce moment, une question se pose ici. Et si quelqu'un devait remonter la caverne sans lumière? Le ferait-il? Est-ce qu'il retrouverait tous les virages et les coudes qui l'avaient mené jusqu'ici? Sinon, est-ce qu'une équipe de sauvetage le trouverait à temps? La profondeur des ténèbres rencontrées à cet endroit est quelque chose qui peut rarement être expérimenté en dehors d'une grotte. Au début, beaucoup de néophytes déclarent de façon erronée qu'ils devaient approcher leurs mains à 2 ou 3 pouces pour pouvoir les voir. La vérité est que l'œil humain ne peut voir sans lumière. S'ils n'entendaient pas quelque chose venir vers eux, ils le sentiraient avant de le voir. Complètement et totalement noir. Cet exercice est un bon moyen de rappeler aux gens de prendre une lampe de secours. Tandis que nous travaillons dans la grotte, nous avons développé un système assez tôt et très peu changé pendant les excursions suivantes. La première fois où nous sommes allés dans la grotte, B a pris le premier tour du forage de l'ouverture. Après environ une demi-heure il a eu besoin d'une pause, alors j'ai pris le relais. Il m'a dit ce qui marchait le mieux et j'ai continué à faire la même chose. Nous avons essayé de nouvelles choses de temps en temps, pour utiliser de nouveaux muscles, mais nous avons souvent été réduits à l'usage d'une seule méthode. Nous avons utilisé une mèche de maçonnerie et appuyé sur la perceuse si fort que nous pouvions creuser un trou dans la pierre. On portait des lunettes de sécurité et des masques pendant notre travail. Ensuite nous avons inséré le ciseau et l'avons frappé au marteau pour briser de petits morceaux de la grotte. Puis nous creusions un autre trou et nous répétions le procédé. Parfois la perceuse atteignait un endroit moins dur dans la pierre et cette étape se trouvait raccourcie. Nous travaillions jusqu'à n'en plus pouvoir, et ensuite B et moi changions les rôles. Pendant que l'un de nous travaillait, l'autre restait dans le noir et mangeait et buvait, ou s'allongeait simplement sur le sol de la caverne, rembourré par les sacs des cordes. Après seulement quelques rotations, nous étions suffisamment fatigués pour faire une sieste pendant nos tours de repos. La seule lumière que nous utilisions était celle du casque de celui qui travaillait. Comme elle pointait directement dans le trou, la personne qui se reposait était laissée dans l'obscurité presque totale. C'était un bénéfice bienvenu, vu que la personne se reposait, eh bien, se reposait. La pause était aussi une chance de se rafraîchir un peu, ce qui n'était pas bien long grâce à la température de la caverne. Fort heureusement, cette température nous permettait de travailler dur sans mourir de chaud. Je me rappelle que je regardais souvent le trou et pensais, ça devrait suffire, je pense que je peux me glisser dedans, pour finalement être déçu dans ma tentative. Toujours est-il que même après la première tentative et le premier échec, je savais que je continuerais à travailler sur le trou jusqu'à ce que je réussisse à passer à travers. Et ce en dépit du fait que je savais que cela prendrait de nombreuses heures de travail acharné. C'était en réalité devenu une obsession pour moi. J'essayais de venir dans la caverne et de travailler aussi souvent que je le pouvais. J'espérais que le passage menait à une autre grande grotte inexplorée, que nous serions les premiers à pénétrer. Je suppose que l'explorateur moi voulait trouver une nouvelle frontière dans la grotte. Vu que B est également un spéléologue avide de découvertes, il était motivé par le même désir de trouver une nouvelle caverne inexplorée. Ce que nous avons trouvé n'était absolument ce à quoi je m'attendais,